Le monde a connu son lot de longues catastrophes volcaniques. Aoyatlaokouk clouant les avions au sol pendant des jours, Kilauea déversant de la lave pendant des décennies. Mais cela n'est rien face à l'éruption la plus extrême jamais connue, un événement de 2 millions d'années ayant contribué à la grande extinction. Et vous êtes sur le point de le vivre, un pas lent et invisible à la fois. Vous vous promenez sur la Terre il y a 252 millions d'années, juste à la limite du Permien et du Trias. C'est une période plutôt agréable pour être en vie. L'ère glaciaire est révolue, et la planète offre désormais un climat confortable. C'est l'époque de la Pangée, vaste supercontinent s'étendant presque d'un pôle à l'autre. Son intérieur sec connaît de fortes variations saisonnières, passant de l'humide à l'aride. De vastes forêts de type conifère couvrent la région, avec des marécages le long des côtes et rivières. La planète est déjà chaude selon les normes modernes, et elle devient lentement de plus en plus chaude. Mais la vie s'y est adaptée pour l'instant. Mais rien de bon ne dure éternellement. En traversant ce qui sera la Sibérie, vous remarquerez que quelque chose cloche. Le sol semble vivant. Des fissures s'ouvrent tout autour de vous. Vous arrêtez de marcher, mais le sol ne cesse de bouger. Le grondement débute, vos pieds chauffent, vous regardez une fissure et apercevez quelque chose d'orange au fond. Une seconde plus tard, cela fonce sur vous. Vous courez. Le magma jaillit des fissures, devient lave au contact de l'air et inonde la terre autour. Mais il n'y a nulle part où aller. Même en courant, le sol se fissure toujours devant vous. En regardant plus loin, vous verriez que ce phénomène touche des millions de kilomètres carrés. Félicitations, vous êtes l'envie de tous les futurs géologues. Vous venez d'assister à une éruption de trappe basaltique, un terme scientifique. La plupart des espèces sur le point de disparaître ne vivront pas assez longtemps pour s'en soucier. Si vous imaginez quelque chose comme Yellowstone, détrompez-vous. Comme le dit le géochronologue Seth Burgess, l'ampleur des trappes de Sibérie fait paraître Yellowstone minuscule, comme la tête d'une épingle. C'était bien pire que le supervolcan que nous redoutons le plus aujourd'hui. En gros, un panache chaud provenant des profondeurs du manteau terrestre a commencé à remonter vers la croûte sous la Pangée. Il a percé le craton sibérien, le noyau ancien du continent. En même temps, le continent lui-même était en train de changer. Le Permien-Trias fut une période de fort rifting, la Sibérie s'étirant alors que des parties de la Terre commençaient à se séparer. Cet étirement a aminci la croûte, la rendant idéale pour les fissures. Ainsi, lorsque le panache a commencé à la traverser, il n'avait pas beaucoup de chemin à faire. Et le magma n'est pas seulement entré en éruption à un seul endroit, il a jailli partout en même temps. Alors que vous fuyez les torrents de lave, il devient plus difficile de respirer. L'air semble étrange. Peu importe à quel point vous haltez, vous n'arrivez pas à obtenir assez d'oxygène au-dessus de vous. Le ciel clair a disparu, remplacé par une brume toxique de gaz. Avec le magma, l'éruption du déluge sel a rejeté 100 000 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et ce n'était pas la fin de l'histoire. Les modèles suggèrent qu'une seule année d'activité des trappes de Sibérie pourrait libérer 1,46 milliard de tonnes de dioxyde de soufre. Cela n'arriverait pas chaque année, mais au fil du temps, cela accumulerait beaucoup de gaz à effet de serre et des toxiques dans l'air. Les géologues pensent que l'événement des trappes de Sibérie aurait pu libérer au total 1200 milliards de tonnes de méthane et 4000 milliards de tonnes de dioxyde de soufre dans l'air. Pour aggraver les choses, à mesure que la lave s'étendait sur le sol sédimentaire riche en carbone, elle le décomposait encore davantage, et à mesure que la lave continuait de s'écouler vers l'extérieur, elle rendait le sol de plus en plus fragile. Cela a créé plus de fissures et fait couler davantage de lave. Environ 2/3 de la lave ont été émis en 300 000 ans, ensevelissant une surface comparable à celle des États-Unis, sous des coulées d'1 kilomètre de profondeur. Et ce n'est toujours pas la fin de l'histoire, car quelque chose de radical s'est produit, pas tout d'un coup, et pas en un seul endroit. La plupart des êtres vivants sur Terre ne réaliseraient pas ce qui arrive avant qu'il ne soit trop tard, souligne Cindy Louis, paléobotaniste à l'Université de Californie, Berkeley. Si vous attendez un moment, vous obtenez une extinction. Mais si vous étiez dans ce paysage pendant l'extinction, vous ne verriez peut-être rien. Plus de 90% des espèces terrestres ont disparu en centaines de milliers ou millions d'années. Aucun organisme n'en serait témoin en une seule vie. Ce seraient plutôt de petites choses allant de travers, une espèce disparaissant ici, une autre là, sur un vaste fond de vie apparemment sans fin. Le temps passe, des centaines de milliers d'années, la chaleur augmente, puis elle devient insupportable, l'air devient lourd. La lave a non seulement remodelé la Terre, mais aussi brûlé un vaste dépôt rocheux riche en carbone, libérant d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère. La lave a aussi déposé du nickel. Un peu de nickel est bénéfique pour la plupart des organismes, mais une grande quantité est dévastatrice. Parmi les rares êtres vivants qui aiment le nickel, on trouve les méthanogènes,
de petits organismes unicellulaires qui consomment du nickel et produisent du méthane gazeux. Donc, la lave accélère deux processus différents qui libèrent du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère terrestre. Vous comprenez vite qu'il y a un problème. Vous courez vers l'eau, y entrez, et vous vous brûlez aussitôt. Ainsi, la planète chauffe de deux côtés en même temps. À ce stade, la température moyenne de l'eau, en surface, atteint 40 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température actuelle de l'océan à l'équateur tourne autour de 26 à 27 degrés Celsius. Et il n'y a pas que la chaleur. L'eau a une sensation étrange sur votre peau, c'est comme si elle réagissait avec vous, brûlant d'une manière qui ne devrait pas arriver. Et c'est parce que tout ce carbone que la lave libérait du sol n'allait pas seulement dans l'atmosphère, il allait aussi dans l'eau. L'océan devenait si acide qu'il était invivable pour la plupart des formes de vie. Les organismes à coquilles ou squelettes étaient soudain en difficulté dans cet océan acide. Ces structures ne forment pas de coquilles. Leurs squelettes en carbonate de calcium sont presque totalement empêchés par l'eau acide. Autour de vous, des animaux morts. Les trilobites, escargots, palourdes, brachiopodes et d'autres animaux marins ont été rejetés sur la plage par l'océan. Beaucoup pourrissent déjà sous la surface. De nombreuses formes de vie marine sont à moitié décomposées dans la grande mort ou extinction du Permien. Environ 90 à 96% de la vie marine a été anéantie. Les récifs ont été détruits et les mers ont été presque vidées des organismes vivants, du dioxyde de carbone et du méthane. L'inondation de l'atmosphère a fait grimper les températures mondiales en flèche, transformant les océans en quelque chose qui ressemblait davantage à un bain à remous. En moins d'1 million d'années, la température des océans du Permien est passée de 21 degrés Celsius à 36 degrés Celsius, puis a grimpé jusqu'à 40 degrés Celsius. Au pic de l'extinction, beaucoup de scientifiques estiment que la plupart des invertébrés marins ne survivaient pas à des températures dépassant 24 à 28 degrés Celsius. À ce stade, ils ne s'adaptaient plus et cuisaient littéralement. Pour aggraver les choses, l'éruption a provoqué ce qu'on appelle l'anoxie océanique. En gros, les eaux désormais incroyablement chaudes ne pouvaient plus contenir autant d'oxygène dissous. Les molécules d'eau chaude bougent trop vite, et l'eau chaude se mélange moins avec celle en dessous, empêchant le peu d'oxygène présent d'atteindre les profondeurs marines. Cela a entraîné une forte baisse de l'oxygène dans l'eau. Mauvaise nouvelle pour tout ce qui en dépend avant la grande mort. Tu cours vers l'intérieur des terres, le paysage est totalement nu. Tu t'arrêtes pour chercher des signes de vie, animaux, arbres ou plantes. Mais il y a très peu de choses, à part quelques rares Lystrosaurus, l'une des seules espèces à avoir survécu à l'extinction du Permien, qui se traînent à travers le paysage. C'est un animal étrange, mi-mammifère, mi-reptile, avec bec et défense, de la taille d'un gros chien ou d'un cochon. Et pendant un instant, c'est réconfortant de voir qu'il reste encore des êtres vivants. Mais la plupart des créatures que vous connaissiez disparaissent. Certaines subsistent encore, visiblement malades et faibles. Les synapsides, plus grands animaux terrestres ressemblant à de grands lézards proches des mammifères, seront particulièrement touchés. Le bourdonnement habituel des insectes a disparu. Même la Meganeuropsis, l'insecte géant ressemblant à une libellule, est introuvable. On ne peut pas la manquer. Son envergure atteignait 75 cm, mais vous n'en trouvez aucun. Ils sont déjà éteints. Pire encore, 70 à 75% de toutes ces espèces animales terrestres seront bientôt mortes. Vous cherchez désespérément un arbre pour vous asseoir à l'ombre et vous protéger du soleil, mais il n'y en a aucun. La hausse des températures a causé des sécheresses et rendu les incendies de forêt fréquents pendant des centaines de milliers d'années. Les incendies ont ravagé la planète, détruisant des forêts et réduisant le nombre d'arbres. La Terre a ainsi perdu un de ses principaux puits de carbone, laissant plus de dioxyde de carbone s'accumuler dans l'atmosphère. Alors que la lave et les gaz à effet de serre engloutissaient chaque jour le monde, ils détruisaient les seuls organismes capables d'agir contre eux. Les incendies ont également détruit de nombreux écosystèmes que les animaux terrestres considéraient comme leur habitat à l'époque. De plus, l'accumulation de gaz toxiques a créé une nouvelle cause de mortalité pour la flore, une brèche dans la couche d'ozone déjà affaiblie. Les scientifiques ignorent comment cela s'est produit, mais les recherches révèlent une forte perturbation de la couche d'ozone. Selon le Dr Benjamin Black, du département des études terrestres et planétaires de l'université Rutgers, les niveaux mondiaux d'ozone sont sans doute descendus sous ceux du trou d'ozone antarctique des années 1990. Cette perte a privé les plantes de leur protection millénaire, les exposant à un fort rayonnement ultraviolet. Les animaux ont aussi été touchés, nous y reviendrons. Les rayons UV ont peu affecté les plantes, mais ont nui à leur reproduction. Vous cessez de chercher des arbres, et vous demandez ce qu'il est advenu des plantes qui couvraient la terre. Tout ce que vous voyez maintenant,
C'est une sorte de plante étrange, terne, ou du moins, vous pensez que c'est une plante. Il s'avère que c'est un champignon lignivore, car tout ce bois mort devait bien aller quelque part, et il a fini dans la bouche de certains champignons. Au figuré, ces champignons se sont régalés. Leur nourriture favorite, le bois mort, étant omniprésente, ils se sont multipliés rapidement dans tout le paysage. Tu te demandes pourquoi la lumière du soleil est si intense aujourd'hui. Ce n'est pas que la chaleur, tu regardes tes bras déjà brûlés. Comment cela a-t-il pu arriver si vite ? L'affaiblissement de la couche d'ozone a causé d'importants problèmes aux plantes et aux animaux. La peau de la plupart des mammifères terrestres ne supportait pas l'intense rayonnement UV traversant l'atmosphère. Même ceux qui supportaient temporairement la brûlure de leur couche externe développaient plus tard d'autres problèmes, dont le cancer. C'est vrai, les vertébrés terrestres du Permien ne sont finalement pas si différents de nous aujourd'hui. Et maintenant, vous avez un autre problème urgent à considérer. Qu'allez-vous manger ? Normalement, vous trouveriez des plantes au sol ou de petits animaux, mais ils ne semblent plus être là. Et ceux qui restent n'ont pas l'air d'être en état d'être consommés sans danger. Quand la vie végétale a disparu lors de l'extinction du Permien, cela n'a pas seulement affecté les plantes, mais a aussi perturbé tout le cycle alimentaire. Sans elles, que mangeraient les herbivores ? Sans petits herbivores, que mangeraient les grands carnivores ? En réalité, petits herbivores et grands carnivores avaient aussi leurs propres problèmes. Il est important de se rappeler que tout au long de la période permienne, la Terre était déjà un peu chaude. Ajoutez à cela un volcan qui ne cesse de cracher de la lave pendant 2 millions d'années. Et vous êtes en train de mettre le feu à un endroit, la combinaison de millions, probablement de milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre et d'un sauna permanent sur les terres, rendait la planète littéralement invivable. Quelle était précisément la chaleur lors de cette éruption volcanique de 2 millions d'années ? La meilleure façon de comprendre l'effet d'une telle éruption dans notre histoire récente est d'observer les conséquences de l'éruption du Laki en Islande en 1783. Lorsque ce volcan est entré en éruption, la température moyenne de l'hémisphère nord a en fait chuté de 1,8 degrés Fahrenheit. Ça n'a pas l'air si terrible, n'est-ce pas ? Sauf que l'éruption du Laki n'a libéré que 3 miles cubes de lave dans le monde. L'éruption des trappes de Sibérie a libéré entre 240 000 et 700 000 miles cubes de lave. C'est presque 2 fois le volume du golfe d'Amérique, anciennement appelé golfe du Mexique. Imaginez ce que cela fait au climat, car la planète était déjà chaude. Les températures pendant l'extinction du Permien ont atteint des niveaux vraiment extrêmes. Dans les tropiques, la chaleur dépassait souvent 38 degrés Celsius, alors que la plupart des régions tropicales ont en moyenne entre 21 et 30 degrés Celsius, même lorsqu'elles sont chaudes et humides. À cette époque, la Terre était à peine vivable. Le changement de température extrême est trop rapide. Les espèces n'ayant pas le temps de s'adapter. Tout ce qui ne s'adapte pas meurt souvent. Vous craignez de ne pas survivre longtemps sur cette planète stérile et pauvre en oxygène, mais un répit s'annonce. Une plante apparaît, puis... de la pluie. Un instant, on croit à un miracle. Les gouttes tombent. Vous levez la tête, espérant de la fraîcheur, mais la pluie chaude irrite et brûle la peau. Des plaques rouges surgissent aussitôt. Il s'agit de pluie acide, avec un pH pouvant atteindre 2 comme le jus de citron ou le vinaigre. Grâce à la grande quantité de gaz toxiques qui tourbillonnent dans l'atmosphère, la pluie est plus susceptible de mettre fin à la vie que de l'aider à se développer. Vous observez la plante solitaire et la pluie qui s'infiltre dans le sol. Pas étonnant qu'elle soit faible et brune. La pluie enlève les nutriments du sol. Rien ne peut pousser dans ces conditions, et rien ne pousse. C'est pour cela que la grande extinction a lieu. Alors que cette pensée s'installe, un autre problème surgit. Respirer devient impossible. Votre tête vous fait mal. Quelque chose ne va vraiment pas. Le dioxyde de carbone a provoqué quelque chose appelé hypercapnie chez la plupart des formes de vie terrestres. En gros, elles se sont retrouvées avec trop de dioxyde de carbone dans leur sang. Chez l'humain, cette condition débute par des maux de tête et un essoufflement. La confusion survient. Vous cherchez où vous reposer, puis réalisez être déjà passé devant la même pierre 4 fois. Où alliez-vous ? Avec l'hypercapnie, la confusion laisse place à la paranoïa, suivie de convulsions, de perte de conscience, de coma, d'insuffisance respiratoire, puis de la mort. Pendant l'extinction, l'atmosphère elle-même étouffait les animaux terrestres de l'intérieur. Alors que vous êtes allongé sur le sol acide, regardant le ciel brumeux, une pensée vous traverse l'esprit, alors que tout s'efface. S'il vous plaît, faites qu'il fasse froid. Les vestiges de cette éruption volcanique subsistent. Aujourd'hui, les trappes de Sibérie gardent les traces de cette catastrophe stupéfiante. À ce jour, elle était couverte d'environ 3 millions de milles carrés de roches basaltiques. Même après l'extinction du Permien,
les trappes de Sibérie ont continué à répandre de la lave. Cette éruption initiale a continué à un rythme soutenu pendant encore 500 000 ans. Les scientifiques estiment que de plus petites éruptions ont suivi pendant plus d'1 million d'années, portant la durée totale à environ 2 millions d'années. Des millions de générations d'animaux ont vécu et sont morts pendant une éruption volcanique ininterrompue. Enfin, ils sont surtout morts, en fait. Alors, cela pourrait-il se reproduire ? En théorie, oui. Les éruptions massives de basalte en nappe, appelées grandes provinces ignées, sont rares mais font partie du cycle géologique profond terrestre. Elles durent des centaines de milliers à des millions d'années, mais pas sur une vie humaine. Les scientifiques ne voient aucun signe qu'un événement comme les trappes de Sibérie débute bientôt. Un tel événement, s'il se reproduisait, surviendrait sur des périodes bien plus longues que l'histoire connue, de façon lente, massive et dévastatrice, rendant la survie difficile. Maintenant, allez voir ce super volcan qui fait paniquer les scientifiques, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.